Robert, bonjour. Tu es le président des Amis du Violençon et nous allons découvrir une exposition de chapeaux anciens. Oui, bonjour Élise. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre siège social, qui est la Maison des Arts et des Traditions provençales, que nous essayons de faire vivre tout au long de l'année, au travers des ouvertures assez régulières et d'autre part des expositions. Vous allez voir une très belle exposition que va vous présenter Nicole Escaut. Cette exposition a été montée par Nicole et Simone Alexis. Une exposition qui s'est ouverte lors des Journées européennes du patrimoine. Nicole, bonjour. On se connaît déjà puisque tu nous as déjà fait découvrir cette belle maison. Raconte-nous un peu ta passion en ce moment. Eh bien, cette maison, nous avons levé tous les objets inutiles pour pouvoir présenter notre exposition de chapeaux. Alors, il faut savoir que les chapeaux, c'est une forme d'élégance. Et puis le chapeau donnait le rang social aussi. Ce n'est pas tout le monde qui portait le même chapeau. Donc nous avons essayé de partir dans les chapeaux anciens des années 1850 jusqu'à peu près 1950 après la Seconde Guerre mondiale. Quel est le chapeau le plus ancien? Alors nous avons des coiffes qui datent à peu près 1850-1860. Ce sont des coiffes en broderie et dentelle que portaient les jeunes filles, surtout les jeunes filles. Et naturellement, tous ces chapeaux ont été faits main. Ils sont tous faits main, exactement. Aussi bien les chapeaux de paille, tout est fait main. Alors Élise, là je te présente deux borsalino. Alors le borsalino au départ était fait pour les hommes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes en Amérique le portaient et ça a été donc importé chez nous. L'histoire du borsalino, c'est une famille italienne qui employait beaucoup de personnes. Quand le patriarche est décédé, il y a eu un petit peu des frictions, on va dire. Et ce nom borsalino, qui était le nom d'une famille, est devenu le nom du chapeau. La marque a été déposée. Alors le borsalino, c'est quand même un chapeau qui a été beaucoup mis à l'honneur au cinéma. D'ailleurs, le borsalino, longtemps on l'appelait le Bogart. Marlène Dietrich, en femme, donc le borsalino, c'était quand même un chapeau pour les gangsters aussi. Hein. Dans les films de gangsters, on les voit souvent. Élise, là, tu vois les épingles à chapeau qui servaient à tenir les chapeaux par rapport aux... les faisait tenir sur les cheveux. Alors, au départ, c'était des simples petits bouts de fer avec une petite tête. Et puis après, ça s'est amélioré. C'est devenu un bijou. Et puisqu'on en fait même en or. Je voudrais quand même vous montrer les rubans arlésiennes, puisque nous sommes en Provence, que les gens se mettaient sur la tête avec les coiffes. Je voudrais aussi vous parler des plumes. Alors les plumes ont été mis sur les chapeaux. On a commencé par les plumes de paon, parce que le paon c'était un mets très apprécié sur les tables quand même assez importantes. Donc on mangeait le paon et les dames se mettaient les plumes sur les chapeaux. Ces plumes s'appellent des pleureuses. Ce canotier a une belle histoire. Oui, c'est un canotier de dames. Alors il est fait tout en paille, bien sûr, fait main. Il est super beau, hein, il est en fine paille, tout décoré. Alors, le canotier se fait toujours dans le Tarn-et-Garonne à Caussade. On fait toujours des canotiers. Le canotier a été d'abord porté par les hommes pendant longtemps, et puis les femmes l'ont porté, et c'est même les femmes qui l'ont porté le plus longtemps. Parce que le canotier traditionnel, après les femmes l'ont garni, vous voyez, comme celui-là. Là, Nicole, nous découvrons la Provence. Exactement, ce sont des coiffes provençales que les personnes portaient. Alors c'est toujours pareil, c'est dans les années quand même avant 1900. Hein. Moi j'en porte d'ailleurs une même qui correspond à cette date-là. Et voilà, elles sont faites de tissus, de broderies, de dentelles, ça dépendait. Elles étaient assez différentes. Elles étaient beaucoup différentes, oui. Elles étaient faites main, alors chacun devait y mettre sa petite touche. Là, nous sommes chez les hommes. Exactement. Alors, tu vois que là, nous avons le haut de forme. Alors, le haut de forme, c'était un chapeau qui était très élégant. C'est pas tout le monde qui le portait. Il était porté avec la redingote et il était en soie. C'était vraiment le chapeau haut de gamme. Et là, nous avons le chapeau melon. Le chapeau melon immortalisé par Rému. Oui. Hein, voilà, le chapeau melon, toujours en feutre, bien sûr. Et le chapeau melon était toujours noir. Là, ce sont des coiffes très variées.
Voilà, ce sont des coiffes d'intérieur. Les dames, dans la journée, portaient la coiffe dans la maison. Elles avaient toutes des cheveux longs, donc elles se protégeaient les cheveux pour cuisiner, pour faire le ménage, tout, elles portaient des coiffes. Tu en as de différentes, de coiffes, et souvent, les dames avaient des petits morceaux de tissu, ils se faisaient une petite coiffe. Elles sont toutes faites en coton. C'est mignon. Voilà. Là, nous sommes dans la découverte des chapeaux de paille en Provence. Voilà, parce qu'en Provence, avec le soleil, nous sommes quand même un village rural, en plus de ça chez nous, donc les femmes portaient beaucoup les chapeaux de paille en campagne. Bien sûr, il y en avait il y avait le traditionnel, il y avait un petit peu tout ce qu'on voulait, un chapeau de paille. Et ici, nous découvrons... Alors là, nous découvrons des coiffes militaires, alors la marine, l'aviation, l'infirmière. Et nous avons ici le costume de notre garde champêtre qui est resté depuis plus de 40 ans à la mairie, avec son portrait. Là, je vois qu'il y a un chapeau qui vient de Provence. Voilà, c'est le chapeau camarguais, le chapeau noir. Alors celui-ci, c'est un chapeau de femme camarguais, de cérémonie d'ailleurs, puisqu'il a servi pour un mariage. Et ici, tu as le chapeau camarguais homme. Alors, nous avons quelque chose aussi qui est particulier à Alençon, c'est le chapeau de filois. Les filois, c'était une représentation que les hommes présentaient l'hiver, pendant le Mardi Gras, où ils étaient tous en blanc, et c'était une fête. Une fête, c'est le chapeau traditionnel. Et après, nous sortons un petit peu de la Provence, nous avons le chapeau américain, le chapeau australien, fait en peau de kangourou. Et ici, nous avons les chapeaux, ce qu'on appelait les chapeaux creux, c'est-à-dire le dessus du chapeau était fendu. On appelait ça le chapeau fendu. Là, on peut voir ce qu'est la fabrication des chapeaux. Exactement, Élise. Alors là, tu peux voir que c'est un moule. Ces moules sont faits en bois de tilleul. Et c'est un formier qui fait ces moules, à la demande des chapeliers. Alors, nous avons là un chapeau qui est en cours de fabrication. Alors ici, on a la calotte du chapeau, ou la forme, et ici, c'est le bord ou l'aile. Alors, ces chapeaux sont faits en feutre. Le feutre, c'est du poil de castor. Alors, il est arrivé un moment que les castors, si on avait continué, il n'y en aurait plus. Donc après, on s'est rabattu sur les agneaux, sur tout ce qui a un petit poil. Alors donc on coupait le poil des animaux vivants, on leur coupait le poil, on le faisait macérer avec de l'eau très chaude et puis on l'agitait. Et c'est cette pâte qui commençait un petit peu à durcir qu'on se servait, qu'on mettait sur les formes. On faisait des petits triangles et quand on les mettait sur les formes, avant que ça soit solide, ça perdait les 2/3 de son volume. Et après on fignolait le chapeau. Le feutre, c'est un chapeau qui se fait bien, qui n'est pas très très coûteux, mis à part le poil de bête. Il est imperméable, il est phonique. Le seul petit inconvénient, c'est que les mites l'aiment beaucoup. Alors, quand le feutre était terminé, c'est certain qu'il fallait quand même l'agrémenter. Alors, on mettait un ruban autour, comme tu as sur ton chapeau, on appelait ça un bourdalou. Alors, on pouvait y mettre des plumes, on pouvait y mettre des fleurs, on y mettait ce qu'on voulait. Au plus ça allait, au plus on l'agrémentait. Et ici, tu as donc un chapeau en cours de finition aussi. Et ceci, c'est une forme, mais elle peut faire différentes dimensions. Ah oui. Voilà, tu vois, il y a un système, ça fait différentes... Ça date de quand? Alors, tout ça date du début XXe siècle à peu près, fin 19e, début 20e. Et ici, alors, c'est un fer pour les coiffes. Tu vois, on repassait les coiffes avec. Que fait cette pince-là? Alors, cette pince, c'est une pince à gants, c'est-à-dire on passait dans le doigt du gant, oui, et on tournait pour que le gant prenne sa forme. Exactement, c'est une forme à gants. Alors, tous ces accessoires servaient pour le chapelier. Le chapelier, c'était une profession, il y a une bonne centaine d'années, très très réglementée. Il était associé au bonnetier, et un chapelier il y avait des lois, il y avait des arrêtés, c'était quelque chose de très réglementé, puisqu'il n'avait droit d'avoir qu'un apprenti, justement pour ne pas divulguer aux voisins la concurrence, voilà. Là, je vois que tu as une coiffe originale. Alors, cette coiffe, c'est une coiffe que les femmes portaient en Provence quand elles allaient ramasser les blés. C'est une coiffe de paysanne pour se protéger aussi le cou. Je reconnais le costume de l'Arlésienne. Exactement. Alors là, tu as le costume d'Arlésien avec sa coiffe, tu vois, avec le ruban qui se trouvait sur la tête. Alors là, c'était la coiffe des adultes. Ce n'était pas la coiffe de Mireille. Et ici, nous avons le costume de chez nous, c'est-à-dire le costume du pays d'Aix avec sa coiffe qui correspond. Ce sont les deux costumes provençaux de chez nous.
Ce chapeau a une particularité. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chapeau claque. Alors, M. Gibus, en 1834, a déposé un brevet pour ce chapeau, parce qu'il trouvait que le chapeau de forme tenait beaucoup de place en voyage. Donc, ce brevet a été accepté. C'est pour ça qu'on appelle ça le chapeau claque ou le chapeau le Gibus. Alors ici, nous avons toute une panoplie de chapeaux de cérémonie, mariage, enfin, puisque les chapeaux après sont devenus, on n'a plus porté le chapeau quotidiennement, c'est devenu quand même un chapeau de luxe comme tu es dans les cérémonies. Là, on monte à l'étage. Exactement, et tu vois qu'il y a deux beaux chapeaux mexicains. Là, nous sommes au premier. Et vous avez encore une belle collection. Alors, comme tu vois, Élise, il y a toute forme de chapeaux. Nous avons toujours les chapeaux fendus, un chapeau de cavalier. Et nous avons toutes sortes de chapeaux, le traditionnel chapeau melon. Et nous avons même des chapeaux cloches, qui se faisaient beaucoup, les chapeaux cloches, vers les années 1900. Alors ici, je peux te montrer le chapeau avec la pleureuse, c'est-à-dire la plume de paon. Là, tu as un chapeau de mariée blanc, tu vois, avec tous ses accessoires, et les chapeaux qui vont avec pour les élégantes. Alors, ce petit chapeau noir, c'est un amourette. Oui. C'était des petits bibis que les femmes portaient. Et tu vois différents chapeaux. Celui-ci, tu vois, il a la particularité, il est fendu derrière. Ah, oui, on laissait dépasser les cheveux. Ah oui, il est bizarre. Hein? Eh oui. Tu as un chapeau de cérémonie d'une élégante avec son renard. Les femmes portaient ceci pendant le deuil, en extérieur, mais en intérieur, les femmes portaient toujours quelque chose sur sa tête, tant qu'elles étaient en deuil. Même dedans, elles portaient des fichus, des bonnets, elles n'avaient jamais les cheveux lâchés. Là, nous sommes chez les enfants. Chez les enfants, oui. Nous allons découvrir, puisque eux aussi ont des chapeaux. Exactement, ce sont tous des chapeaux féminins, en dentelle, souvent sont faits en toile, avec des fantaisies. Alors, on part du bonnet de bébé jusqu'au bonnet de l'enfant. Le chapeau d'enfant commençait déjà à se faire en paille. Et celui-ci, alors celui-ci, voilà, c'est un chapeau de protection enfant, c'est-à-dire quand les enfants commençaient à marcher, il est particulier, il est en osier et il est de la fin du 19e siècle. Nicole, merci pour cette belle découverte qui sont les chapeaux d'antan. Et surtout, ça ne manquait pas d'originalité. Et je te remercie encore. Mais nous avons eu beaucoup de travail avec Simone Alexis pour mettre cette exposition en place. Mais nous avons tellement reçu des points positifs que ça fait du bien. Nous y mettons tout notre cœur. Et je t'invite au mois de décembre, chaque année, pour Noël, nous décorons la maison avec la crèche provençale traditionnelle et nous offrons à nos visiteurs les 13 desserts.